Bonjour François Belliot, Bonjour Monsieur Lazare. vous êtes un homme de lettres, vous êtes l'auteur de nombreux articles et études sur le terrorisme fabriqué et vous avez publié aux éditions Sigest Guerre en Syrie, le mensonge organisé des médias et des politiques français. Afin d'étayer votre thèse d'une charge très lourde sur notre univers politico-médiatique, vous nous entraînez dans un premier temps dans une immersion factuelle de quelques remarquables événements organisés sur notre sol. Nous sommes début 2013 et vous vous intéressez à une série de manifestations, de débats, de rencontres sur la Syrie organisées avec l'appui massif de nos élites politiques et médiatiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous focaliser sur ce moment précis de la tragédie syrienne ? C'est un peu un hasard. J'ai trouvé louche d'emblée la façon dont les événements de Syrie étaient présentés. Ça semblait un copier-coller de ce qui a pu se faire dans d'autres pays de la région, par exemple la Libye. Si on prend juste les cas les plus récents, on pourra remonter plus loin. À cette époque, vous y aviez déjà quelques certitudes sur le média mensonge opéré en Libye. Je peux même dire, je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais dès les premières semaines, dès les premiers jours, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est tout simplement la couverture médiatique et la présentation politique. Sans même savoir ce qui se passait sur le terrain réellement, on pouvait voir dans cette hystérie collective des grands médias et des politiques l'indice de quelque chose qui ressemblait trop à des événements antérieurs et manipulés. Maintenant, pour reprendre cette date de 2013, effectivement, dans ce livre, je parle essentiellement d'événements qui sont dans la deuxième moitié de 2013, autant que je me souvienne. Oui, bien sûr. Si je me suis intéressé à la guerre en Syrie, c'est qu'il se trouvait qu'à l'époque, je collaborais, alors d'un peu loin quand même, mais quand même, on a fait un petit bout de chemin ensemble avec le réseau Voltaire, qui est dirigé par Thierry Messon, donc, qui travaille à Damas. Donc forcément, j'étais bien plus concerné par l'actualité syrienne. À partir de ce moment-là. Maintenant, ce qui a déclenché cette série d'articles, cette production, on va dire, littéraire ou historique, c'est cette rencontre que je raconte dans cet ouvrage à la mairie du 20e arrondissement de Paris, où était invité par un conférencier ou un journaliste à s'exprimer sur la crise syrienne, un père jésuite, Paolo Dalloglio, qui avait fui le pays suite à avoir été rabroué par les autorités, parce qu'il s'était rangé assez tôt du côté de ce qu'on appelle les rebelles, où il était partisan du changement de régime, d'armer les rebelles modérés. Donc je me suis rendu à cette conférence et c'était là le point de départ de cette étude qui ne parle... Finalement, je ne suis pas parti des événements qui sont les plus connus, les mieux mis en relief. Dans la deuxième partie, je parlerai des armes chimiques, du massacre de Oula. Mais là, ce que ce livre expose, c'est le fonctionnement de la propagande anti-syrienne en France, avec le lien entre médias et politiques, en partant d'événements qui ont été complètement oubliés et que presque personne n'a en tête. En fait, le discours, c'est Bachar doit quitter le pouvoir et que le régime change doit s'opérer en Syrie. Ça, c'est le leitmotiv. Donc, en suivant l'ensemble de ce processus en Syrie, vous relevez un modus operandi assez précis, que vous qualifiez de petits pas et de grands bonds. Pouvez-vous nous éclairer sur ces concepts ? Oui, alors le concept de petits pas et de grands bonds peut s'appliquer à une infinité de situations humaines. On pourrait dire simplement, par exemple, dans une histoire d'amour, il faut commencer par des petits pas pour ensuite faire une déclaration. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Appliqué maintenant à la propagande, ça a tout de même un sens.
On ne peut pas déclencher des guerres comme ça sur un coup de tête, assassiner brutalement un dirigeant, déclencher une campagne de frappe aérienne, enfin, comme ça, sans aviser personne, avec d'énormes dégâts. Il faut auparavant fabriquer le consentement de l'opinion. Et cette fabrique du consentement, ça passe par l'organisation. Bon, alors il y a un premier volet, c'est d'abord une couverture médiatique diabolisante qui va installer dans l'état d'esprit de l'opinion publique le fait que la victime à abattre, qu'il s'agisse de Kadhafi, de Saddam Hussein, d'Ahmadinejad, de Poutine, enfin bon, Oui. de Milosevic, qu'il s'agit là du diable en personne qui massacre sa population, qui terrorise les manifestants pacifiques. Donc ces nouvelles. Et un deuxième volet qui est moins connu, et c'est ce que je mets particulièrement en relief dans ce livre, c'est que cette propagande télévisuelle, médiatique, s'accompagne sur le terrain d'organisations d'événements où il s'agit cette fois de faire participer directement la population sur le terrain. Cela passe donc par l'organisation de conférences, de colloques, de marches, de veillées, de manifestations. Ces événements, les Français n'en ont pas forcément conscience, ont été organisés en très très grand nombre et ils ont participé avec la couverture médiatique à installer l'opinion publique dans l'état d'esprit, dans l'état d'esprit voulu, c'est-à-dire faire accepter le moment venu un grand bond, c'est-à-dire une affaire de bien plus grande ampleur susceptible de retourner enfin l'opinion pour mener l'expédition punitive. Et concernant la série, sans préjuger de votre prochain ouvrage, quelle va être cette grosse affaire que les autorités françaises vont exploiter? On pourra en citer beaucoup. J'en isole trois en particulier. L'histoire d'un jeune garçon de 13 ans appelé Ramzel Khatib, dont c'est une histoire qui remonte à mai 2011, donc on est deux mois après les événements. Donc un jeune adolescent dont on montre le cadavre dans un état épouvantable. Vous avez une vidéo avec un commentateur extrêmement orienté qui associe très clairement cette horreur au régime. Alors ça, c'est pas quand même une très grosse affaire, mais comme ça ressemble énormément à l'affaire Mohamed Bouazizi, qui est l'étincelle de la révolution tunisienne et qui a suffi comme premier grand bond à renverser Ben Ali, j'ai tenu à parler de cette affaire. Maintenant, les deux grosses affaires, en tout cas jusqu'au point où je m'arrête dans le commentaire des événements, c'est-à-dire l'affaire des armes chimiques. Voilà, j'ai donné déjà le deuxième événement. Les deux événements, c'est le massacre de Oula du 25 mai 2012 et le tir à l'arme chimique dans la banlieue de Damas le 21 août 2013. On reviendra lors de l'apparition de votre deuxième ouvrage. Vous avez évoqué tout à l'heure l'antenne ouverte pratiquement autant qu'il voulait au père Paolo Dalloglio. Et en même temps, la classe politico-médiatique a totalement ignoré ou a fait la sourde oreille à plusieurs voix chrétiennes et syriennes. Comment expliquez-vous un tel déséquilibre sur ce volet qu'on suppose particulièrement sensible pour notre société, c'est-à-dire la cause chrétienne? Déjà, il y a quelque chose de curieux dans cette couverture médiatique des voyages du père Paolo Dalloglio en France et en Amérique du Nord. Et ce qui rend cette couverture d'autant plus révélatrice, et ce dont je me suis aperçu justement en explorant ce dossier, c'est que dans le même temps, il y avait des autorités chrétiennes de Syrie qui avaient pris des positions très fortes également sur le sujet, et qui allaient totalement en sens inverse. Et que ces positions ont été complètement ignorées par les grands médias. Il faut déjà comparer en plus le statut de quelqu'un comme le père Paolo Dalloglio avec par exemple des personnages comme Monseigneur Antoine Odo, le patriarche Grégoire Troislam, le père Elias Zarlaoui, la mère Agnès Marianne de la Croix. C'est qu'il s'agit pour le coup de véritables autorités, et nous avons affaire à des Syriens. Disons d'emblée, le père Paolo, qui avait une certaine notoriété, est un prêtre jésuite italien. Je pense que ça permet de montrer de façon assez rapide et saisissante cette couverture médiatique du père Paolo
contrastant avec cette non-couverture des autres personnages de la façon dont fonctionne la propagande anti-syrienne en France. Mais justement, mais comment vous expliquez ce déséquilibre quand Ah même? oui, oui, je pourrais répondre de façon assez simple. La propagande fonctionne comme un concert dans lequel chacun doit jouer un rôle bien précis. Cela suppose que tout le monde fonctionne sur la même longueur d'onde et qu'il n'y ait aucune fausse note. Donc non seulement il ne faut pas donner la parole ou alors donner la fenêtre la plus réduite possible à ce genre de position, hein, donc qui serait plutôt pro-régime hein, pour les caricaturer, mais il faut vraiment que le grand public les ignore totalement. C'est pourquoi vous avez la lumière pour l'un et l'obscurité totale pour les autres. Sachant que ces personnalités chrétiennes n'ont de cesse de dénoncer les multiples infiltrations de combattants non syriens et des occidentaux sur le sol syrien. Ce qui leur a valu au mieux un silence assourdissant, ce qu'on avait vu, au pire l'infâme sobriquet de complotiste que vous qualifiez dans votre ouvrage de taser idéologique. Dénonciation qui, avec le temps, se trouve pleinement validée avec les révélations de Wikileaks dans le dossier syrien et les récentes déclarations d'officiels du gouvernement américain qui admettent implicitement qu'ils ont financé, armé et formé certains groupes de rebelles. Oui, alors, c'est vrai que quand on explore les positions de ces religieux syriens, en fait, on comprend tout de suite aussi pourquoi elles n'ont pas été relayées. Ils font le parallèle entre la crise libyenne et la crise syrienne. Ils font des comparaisons aussi avec l'Irak de Saddam Hussein. Certains émettent des doutes sur la version officielle des attentats du 11 septembre 2001. Ils dénoncent de la façon la plus ferme l'infiltration de groupes terroristes sur le sol syrien. C'est évidemment, là il s'agit, on parlait de fausses notes dans un concert, là c'est comme si vous aviez des gens qui arrivaient avec des tambours ou des marteaux-piqueurs. Hein. C'est vraiment quelque chose de tranché et qui réduira à néant cette propagande en très peu de temps si vous donnez la parole à ces gens-là. Est-ce qu'on peut rejoindre ces autorités religieuses quand elles déclarent que les médias sont indirectement responsables de la persécution des chrétiens syriens, où vous faites état de 1 200 000 réfugiés chrétiens qui auraient fui les violences confessionnelles d'Irak? Oui, ça c'était après Oui. la guerre de libération ou de libération démocratique de l'Irak, effectivement. La Syrie, ce qu'on oublie trop souvent en cette crise de migrants là, dont on parle, à l'époque, la Syrie a accueilli 1 200 000 réfugiés qui sont tous chrétiens. Donc il y a clairement abandon et trahison de la cause chrétienne syrienne, au moins dans ce premier temps. Qu'en est-il maintenant? Quel est le positionnement de nos autorités religieuses, pas religieuses, oui, pourquoi pas religieuses aussi, et politiques et médiatiques, sur l'aspect chrétien de la Syrie? Les médias se sont brièvement saisis de la question des chrétiens de Syrie. Je n'ai pas de repère précis là, mais c'était, je crois, il y a un an et demi, c'était à peu près après l'exécution du père Paolo, dont je me souviens, vers juillet 2013. On peut douter de la sincérité de cet engagement, dans la mesure où le sort des chrétiens d'Orient, de manière plus générale, on pourrait utiliser l'expression d'arabe chrétien d'ailleurs, qui serait plus convenable, ce sort catastrophique ne date pas d'hier. Ça fait une vingtaine d'années, depuis les années 90, que cette partie de la population arabe est menacée, mise sur les routes de l'exil. Donc se rendre tout d'un coup qu'il y aurait un problème des chrétiens de Syrie, ça peut se comprendre si on veut inciter la population française dans une stratégie de promotion du choc des civilisations à montrer que vous avez des hordes islamiques qui s'en prennent aux chrétiens. Alors, la population française, qui est largement déchristianisée ou décatholicisée, pourrait peut-être sentir une affinité avec ces groupes. Alors, une dernière remarque par rapport à cette couverture des chrétiens, c'est cet engouement pour ces chrétiens. Avant de s'intéresser aux chrétiens de Syrie, il faudrait peut-être s'intéresser aux chrétiens et aux catholiques de France,
qui n'ont pas vraiment voie d'accès au chapitre. Sur d'autres sujets, il faut voir comment ont été traités les turiféraires, les soutiens de la Manif pour tous, par exemple. Il y a un mépris des catholiques français de la part de ces mêmes instances médiatiques et politiques qui tout d'un coup s'en émeuvent et disent qu'il faut sauver les chrétiens de Syrie. Bon, même si maintenant, ça a quand même, c'était quand même un engouement. On voit que c'est quand même pas un engouement de long terme. Là, maintenant, on parle un peu moins, c'est plutôt les migrants. Sachant, François Belliot, mon objectif n'était pas de parler spécifiquement de la cause chrétienne. Pour moi, toute souffrance est égale. Les lourds tributs payés par la population syrienne dans son ensemble est suffisamment grave. Mais j'ai voulu parler du volet chrétien parce que... C'est le thème du livre aussi. Oui, mais en même temps, je voulais absolument montrer cette incohérence que peuvent avoir nos autorités vis-à-vis d'un sujet que par ailleurs ils se réclament d'une façon, on a entendu récemment avec le volet des réfugiés qu'il y a des communes qui voulaient prendre que des chrétiens et non, voilà. Donc, oui. Oui, je tiens à faire une précision. Si ce livre traite largement des chrétiens de Syrie, c'est en fait tout le peuple syrien qui est concerné par cette manipulation. Je suis simplement parti d'un exemple très précis que j'ai exploré à fond pour montrer de façon, on va dire, assez rapide et le plus efficace possible la manipulation médiatique, la propagande anti-syrienne. Mais j'aurais pu prendre un autre point de départ. Sur le volet purement politique, comment expliquez-vous qu'il n'y a aucune différence entre la politique de la gauche de M. Hollande et la politique de droite de M. Sarkozy? Alors si l'on croit au système démocratique français, le moins pire des systèmes qui permet au peuple de s'exprimer, si l'on croit au changement qu'avait annoncé le président Hollande, parce que cette crise est révélatrice de la couverture, de l'attitude des politiques français, dans la mesure où il y a eu l'enchaînement de deux gouvernements, de droite et de gauche. Si jamais les mensonges ont été tellement énormes depuis le début qu'on aurait pu s'attendre à ce que l'équipe qui vienne en remplacement y aille de façon un peu plus douce ou amorce un commencement de mea culpa. Oui. Or, il n'en a rien été. Au contraire, avec Laurent Fabius et François Hollande, la position, surtout Laurent Fabius, la position de la France n'a pas changé. Au contraire, elle s'est durcie et on s'est enfoncé dans la manipulation. C'est pour ça que, de droite ou de gauche, on pourrait peut-être faire la remarque sur le sujet d'ailleurs. Et il y a un autre aspect. Tous les citoyens français, avertis ou non avertis, sont souvent confrontés à un vocable quand il s'agit de politique étrangère ou ce vocable qui est la communauté internationale. Et dans le cas de la Syrie, cette communauté internationale a été souvent évoquée. Pour vous, qui représente effectivement cette communauté internationale dans le cas de la Syrie ? Alors vous avez raison de pointer l'attention vers ce terme, communauté internationale. Dans cette propagande, on ne ment pas seulement par les argumentaires, par les événements manipulés, on ment également par les termes qui sont utilisés, simplement. Donc le terme communauté internationale est un bon exemple. Alors pour répondre rapidement, c'est pas grand monde, en fait, c'est une communauté internationale mais qui réunit un nombre très petit de personnes. Alors pourquoi ? Alors déjà parce qu'on oublie la position de pays comme, par exemple, si vous enlevez la Chine, vous avez un quart de l'humanité qui est en moins. Je ne connais pas la position de l'Inde, mais rajoutons la Russie, rajoutons l'Iran, rajoutons le Venezuela, même si ces pays sont traités avec un profond mépris et beaucoup d'agressivité dans les médias, ils existent, ils font partie de la communauté internationale. Donc déjà, ça c'est un premier abus.
Le deuxième abus, c'est que par communauté internationale, on entendrait que tous les peuples du monde, enfin, chaque citoyen du monde serait d'accord pour à l'unisson partir en guerre. Alors que finalement, ce qu'on appelle communauté internationale, c'est la communauté des gouvernements élus dans des circonstances sur lesquelles on pourrait discuter et qui représente une toute petite fraction de la population. Si on prend juste l'exemple de la France, par exemple, le président Hollande n'est soutenu que par 20% des électeurs. Donc déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant méfiants sur la question de la Syrie. Donc, quand on dit la position de la France, ce n'est pas la position de toute la France. Donc, le terme communauté internationale, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Hein. C'est pour donner l'illusion d'une unisson, d'un consensus qui n'existe que dans la tête de ce qu'on pourrait appeler les marionnettistes. Oui, mais pourtant, cette présentation fallacieuse des réalités syriennes, où le régime change a été tant souhaité, est-ce pour autant que vous trouvez chez les citoyens français un éveil par rapport à toute cette propagande? C'est intéressant d'observer la réaction des gens avec qui on peut parler au début des événements. Quand on émettait des doutes, la majorité des Français répondait de façon pavlovienne pour identifier quelqu'un qui a gobé, excusez-moi du terme, la propagande. Il faut voir sa manière de réagir. Il va réagir de façon émotionnelle, brutale, avec des insultes, pas forcément vulgaires, mais des insultes, le mépris, et un certain nombre d'éléments de langage qui ne reflètent aucune position personnelle. Donc oui, comment peux-tu soutenir ce régime? Quoi, tu es avec Bachar? Quand même, c'est atroce ce qu'il fait. Bon, ouais. Dans des phrases qui comportent extrêmement peu de détails. Donc c'était un peu dur au début. On constate une évolution, parce qu'au bout de 4 ans de guerre, les mensonges ont été si nombreux, on a changé tellement de fois de version des faits, que maintenant c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine méfiance. On observe toujours des relents, parce que cette propagande a ses effets, c'est comme un sortilège. Oui. On ne peut pas s'éveiller d'un sortilège d'un coup. Donc on observe encore des espèces de réflexes. Ah oui, mais quand même, il est associé à Poutine, là c'est scandaleux, ce qu'il fait en Ukraine. On a toujours cet état d'esprit, mais maintenant on peut quand même s'exprimer un petit peu plus. Donc une évolution, mais qui... Il reste que bon nombre de citoyens français pensent que c'est impossible que l'ensemble de nos élites affichent un tel unanisme sur de prise de position aussi orientée et aussi fallacieuse, qui ne peut pas être à ce point dans le mensonge et le déni. Qu'est-ce que vous leur répondrez? Alors déjà, vous avez tout à fait raison de souligner ce point. C'est le principal obstacle à ce que à l'évanouissement du sortilège. Les gens ont du mal à imaginer qu'il puisse y avoir un mensonge organisé de cette échelle. La Syrie, d'ailleurs, n'en étant qu'un exemple. Hein, on pourrait, là, le sous-titre que j'ai mis, le mensonge organisé des médias et des politiques français, on pourrait l'utiliser aussi pour la construction européenne, pour la crise libyenne, pour la crise financière. Ça pourrait se décliner hein, sous plein de variations. Alors, on ne peut pas l'expliquer en un instant, et c'est tellement inconcevable qu'il faut se montrer patient. Écrire des livres, par exemple, écrire des articles, quand les gens lisent au calme, quelque chose de documenté, et qui est aussi rédigé sur un ton qui est un peu moins passionné, parce que tout de suite ça devient vraiment difficile. Et même quand on veut convaincre et qu'on est agressé, en retour on va être un peu agressif, et d'autant moins convaincant. Donc c'est un travail de fourmi, mais bon, quand même ce qui limite très fortement hein, cet impact qu'on essaye d'avoir, et malgré les changements de version, les mensonges qui sont de plus en plus évidents, c'est que l'appareil médiatique va vraiment toujours dans la même direction, et il y a cette technique qui est toujours la même. Dès qu'on va émettre un doute,
les gens comme nous sont traités de tous les noms. Alors c'est conspirationniste, négationniste, antisémite, alors toujours on ne sait pas pourquoi. Qu'on est des ennemis de la démocratie, que c'est scandaleux, on ne nous invite pas, on nous diffame en notre absence. Donc c'est vrai que les gens vont tout de suite avoir une très mauvaise image de ceux qui défendent ça. Et c'est un mur assez haut qu'il faut commencer par franchir. Donc c'est un travail d'éveil qui peut prendre beaucoup de temps. Et il faut commencer par s'intéresser à des lectures et à, à des prises de position différentes de ce qui nous est présenté quotidiennement. Donc François Billiot, je vous remercie. Je vous recommande ce livre qui est Guerre en Syrie, le mensonge organisé des médias et des politiques français, paru aux éditions Sigest. François Billiot, merci. Merci Monsieur Lazare.